Vous devez avoir constaté que, bon, surtout les prêtres, pas les fidèles qui me connaissaient très bien dans la mission, c'est eux qui peuvent constater. Sinon, ce que je dis maintenant, c'est surtout les prêtres de la mission. Tous ceux qui étaient prêtres, y compris même les cardinaux, les évêques, tous ceux qui étaient prêtres pendant que j'étais encore avec eux, ils doivent avoir constaté que quand il y a un événement à Gbanamé, quand il y a un pèlerinage, ou bien quand il y a une rencontre avec le staff là, et avec les fidèles et Vicentia, le couple et les prêtres, tout ça, là, quand il y a une grande rencontre là-bas, vous devez avoir constaté que je suis très rare. Je viens toujours à Gbanamé, mais je suis très rare sur l'hôtel. Je ne reste pas à l'hôtel comme ça. Je ne monte même pas sur la colline et je ne participe pas, je ne prends pas part aux enseignements de Vicentia sur la colline. Quand il y a une grande messe à dire et son époux Mathias Vigan devrait dire la messe tout à l'heure, les prêtres doivent constater que je n'assiste pas à ces messes. Où est-ce que je restais? Je restais dans une chambre, dans ma chambre, la chambre que j'ai louée à Gbanamela, pendant qu'eux ils sont sur la colline, pendant qu'ils sont en pleine messe, ou bien pendant que Vicentia est en enseignement, je restais là-bas. Et ce comportement, ce n'est pas volontairement que je le faisais, mais c'est plutôt Vicentia qui me l'avait demandé. Et quand les prêtres, plusieurs prêtres constataient souvent mes absences là sur la colline, alors qu'ils me voient, ils savent que je suis là, je suis venu au pèlerinage là, mais on ne me voit jamais sur la colline et à l'hôtel comme les autres, comme eux quoi, ils ne me voyaient pas. C'est très très rare. C'est quand il n'y a pas grand chose que je viens rester là. Donc, Vicentia m'avait demandé, donc, à ces moments précis, je reste dans ma chambre pour communiquer avec Ganesha. Donc, pendant que Vicentia a le micro en main sur la colline, sachez que si elle fait 3 heures de temps, à communiquer, à donner son enseignement sur la colline, je reste en contact pendant ces 3 heures de temps avec Ganesha. Et tout ce que Vicentia disait là, il y a des trucs qu'elle disait et qui venaient de Ganesha. C'est-à-dire, ça prenait pas Ganesha et ça vient chez moi. Et moi, je lui communique ça depuis ma chambre là. Je lui communique ça. Et quand elle a le micro en main, vous voyez, des fois, elle circule. Elle circule, non? Et dans la communauté, elle met une main dans la poche. Je fais toujours là. Quand moi, je communique avec elle, sa main dans la poche. Quand je communique avec elle, une de ses mains est dans la poche. Une de ses mains est dans la poche. Et l'autre main garde le micro. La main qui est dans la poche reçoit le message. C'est ce que je dis est purement spirituel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous ne pouvez pas très bien comprendre ça. C'est vraiment spirituel. Je communique avec Ganesha. Ganesha me dit ce qu'elle doit dire. Puisque pendant qu'elle est à l'hôtel là, Ganesha ne communique pas avec elle. Il faut nécessairement un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'était moi. Mais Sylvain, lui, restait là-bas. Il restait là-bas. Il assistait aux enseignements et autres. Et moi, je reste dans ma chambre pour communiquer avec Ganesha. Je communique avec Ganesha. Et Ganesha me dit les choses et je dis à Vicentia. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je me rappelle, il y a un événement, il y avait un pèlerinage comme ça, les gens étaient là. Et moi, j'étais déjà dans ma chambre pour la communication, comme je viens de vous l'expliquer là. J'étais dans ma chambre. Quand
Ganesha me disait, parce que, vous voyez, j'ai eu à dire que Ganesha a un esprit et des frères ont dit que c'est une divinité. J'ai dit, je ne discute pas sur ça. C'est un esprit. Et bon, ce qu'ils disent aussi est vrai. Puisque quand je suis allé sur l'Internet, j'ai cherché, j'ai trouvé quelque part que c'est vraiment. Il y a un Ganesha qui est divinité en Inde. Mais nous, ce Ganesha, c'est que voilà, et les frères qui avaient dit que c'est une divinité là disaient aussi que Ganesha ne fait pas du mal, Ganesha fait du bien. Mais ce Ganesha, si regardez, donc il y a une différence. Je ne sais pas si nous parlons du même Ganesha, puisque ce Ganesha-ci, je me rappelle à une fête à Gmanamé, pendant que Vicencia était déjà à l'hôtel et moi j'étais déjà dans ma chambre en train de communiquer avec Ganesha pour elle. Ganesha m'a dit de dire à Parfait que avant que ce pèlerinage-là ne finisse, que lui, non, il disait que le jour-là, qu'il a besoin du sang. Le jour-là, le jour où je communiquais avec lui, là, qu'il a besoin du sang ce jour-là. Et qu'elle n'a qu'à faire quelque chose dans ce sens. Et Vicencia m'a dit de lui dire qu'il y a des Dagobi en route, il n'a qu'à lui-même gérer ça. Et je lui ai dit, il y a des Dagobi qui sont en chemin en train de venir à Gbanamé. C'est cela qui justifie, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fut un pèlerinage là où des gens venaient et de Cotonou, les gens venaient, ils ont pris part le pont de Porte-Nouveau. Arrivé au niveau du pont de Porte-Nouveau, leur bus a pris feu. Et pourtant, ils avaient mis les photos de Fofo Eti dans la voiture et contre certaines portières de la voiture. Ils avaient fait truc là, ils avaient mis des chapelets, ils ont mis leur foulard et pourtant le bus avait pris feu là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça s'est passé. Si vous réfléchissez bien, vous allez vous rappeler que quelque chose du genre s'était passé. Mais c'est des Dagbobi qui venaient de Cotonou d'ailleurs, mais pas de Porte-Nouveau, ils venaient de Cotonou. Et l'incendie a eu lieu au niveau du pont. Vous vous rappelez, je crois. Vous devez vous rappeler. Et puis c'est ce que j'ai dit là. Bon, c'est mais il y a un peu longtemps. Donc, il y avait eu un incendie là. Et les Dagbobi étaient morts. Plein. Et ils étaient morts. Et il y en a que les sapeurs-pompiers ont pu sauver. Puis on les a envoyés on les a amenés au CHDO. Et puis finalement, je crois que eux aussi, ils sont partis. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'était l'œuvre de Vicencia et de Ganesha. De Ganesha, et c'est Ganesha qui avait besoin du sang, et c'est Vicencia qui a indiqué à Ganesha que ce bus, qui a les Dagobi qui étaient en route, tout ça là, et Ganesha maintenant, c'est ce bus-là que Ganesha a choisi, c'est tout. Voilà, donc c'est comme ça que les Dagobi étaient morts. Et pourtant, voyez-vous, si ils allaient rencontrer, bon, on disait que c'était Dieu, et ils allaient rencontrer Dieu, et ils subissaient un tel sort. Posons-nous des questions. C'est ce qui s'était passé, c'est ça que je viens de vous expliquer. C'était Ganesha et Vicencia. Je vous reviens. Bonsoir, chers membres du groupe Allumons nos cerveaux. Ici, c'est Amour Bariga. Je suis sur ce forum déjà, ça fait un bon moment. J'interviens une fois en passant. J'interviens quelques fois sur le forum. Mais ce soir, j'ai décidé d'apporter ma touche à l'édifice et de vous faire part de quelques révélations qui se sont passées par rapport à cette mission diabolique de Gbanamé. Moi, j'ai connu Gbanamé en 2009 pour le retour triomphal. C'était avec ma famille, c'était avec ma mère
et la sœur Emine Bariga, qui a parlé aujourd'hui dans le groupe. Donc, on a connu Gbanamé en 2009. Ensuite, j'ai fait partie de la sécurité. J'ai fait partie de la sécurité et je travaillais sous les ordres de Sylvain, Feu Sylvain Balouicha. Je travaillais sous ses ordres. Je faisais partie aussi des premiers frères aspirants. Pour devenir prêtre, je faisais partie des premiers frères aspirants. Du coup, quand Sylvain Balouicha il est devenu prêtre, il avait sous sa tutelle plusieurs cellules. En ce moment, ce n'était pas encore des paroisses, on parle des cellules. Il avait plusieurs cellules sous sa tutelle, dont la cellule de Korotomé, la cellule de Kokodji, Paou, Fandji et consort. J'étais le frère qui travaillait avec lui parce que déjà il me connaissait déjà dans la sécurité. Et après, quand j'ai voulu devenir prêtre comme lui, j'étais frère aspirant, il m'avait déjà remarqué et il a voulu que je travaille avec lui. Donc, on a commencé par travailler. Je faisais partie des premiers à travailler avec lui. Ce soir, je vais vous parler de l'accident qui s'est produit, l'accident dont notre frère Omer a parlé. Notre frère Omer, il a parlé d'un accident où il disait qu'il était sur Sovidji, où Ganesha lui avait dit qu'il avait besoin du sang. Et Vivi leur a dit qu'il y a des gens qui devaient venir, qu'il n'a qu'à choisir parmi les gens là. Et si vous vous rappelez bien, l'accident s'est passé, ça s'est déroulé sur la voie en voulant venir à Porto-Novo pratiquement. L'accident s'est déroulé là où il y a eu beaucoup de morts. Moi-même, j'étais dans le véhicule. J'étais là quand tout s'est passé et le véhicule a pris départ depuis notre maison parce que notre maison à Korotomé faisait partie des plus grandes cellules d'antan. Donc la voiture a pris départ depuis notre maison à Korotomé et j'étais dans le véhicule. Il y avait ma mère aussi qui était dans le véhicule. Donc l'accident s'est produit sur la route de Porto-Novo, un peu avant le pont de Porto-Novo, où il y a eu beaucoup de morts. Je vous reviens tout à l'heure par rapport à ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je faisais partie des premiers à travailler avec Sylvain Balouicha quand il est devenu prêtre. Donc, on parcourait les cellules ensemble et je peux vous assurer que c'était une personne très rusée. Il avait les astuces qu'il faut pour pouvoir prendre de l'argent chez les gens, pour pouvoir prendre de l'argent chez les fidèles. Et tout le temps, il fallait faire des cotisations, il fallait faire des donations, il fallait offrir quelque chose à Dagbo, aux enfants de Dagbo. Et je parle de Vivi. Parce qu'il nous disait souvent, durant cette période, que la manière dont Vivi garde ses enfants qui sont avec elle à la maison là, que c'est de cette même manière qu'il va garder tout son peuple. Donc, on devait aider Vivi pour les charges et tout ce qu'il fallait. Donc, du coup, dès le début, ils ont commencé par nous essouffler un peu avec les histoires d'argent. On a commencé par mettre de l'argent dedans. Maintenant, il est arrivé le moment où Sylvain, en tant que prêtre, devait devenir évêque. Il devait devenir évêque. Et l'ordination devait se passer sur la colline. Et il a parlé de ça sur toutes les cellules. Toutes les cellules ont cotisé de l'argent pour lui, pour qu'il puisse devenir évêque. Surtout la cellule qui était basée à Kokotomé. Maintenant, après avoir cotisé pour Sylvain, pour que la cérémonie puisse se faire comme il se doit, Sylvain a exigé que tous les fidèles, tous ceux qui font partie des cellules qu'il coiffe, se rendent sur Sovidji pour pouvoir être là, pour le soutenir durant toute la cérémonie. Parce qu'il disait qu'il n'était pas le seul qui devait devenir évêque,
Mais il fallait qu'il y ait la foule, qu'il y ait du monde qui vienne spécialement pour lui. Donc, les gens doivent se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour se rendre sur la colline. Durant cette période, je me rappelle bien que la plupart des Dabovites, durant cette période, n'avaient pas de l'argent. La plupart n'avaient pas de l'argent pour pouvoir se rendre sur la colline durant cette période parce qu'il y avait les impérés, il y avait plein de choses qu'ils avaient déjà. Il y avait la fidélité, il y avait les impérés, il y avait plein d'accusations qu'ils avaient déjà eu à faire et ils n'avaient pas réellement d'argent pour pouvoir se rendre sur la colline. Mais voilà que Sylvain a exigé que tout le monde vienne pour pouvoir le soutenir. Face à ça, il fallait trouver une solution. C'est de là où il y avait un fidèle sur la paroisse, sur la cellule de Corotomé. Il y avait un fidèle. Il s'appelle Basile. Voilà. On l'appelle le frère Basile. Lui, c'est un mécanicien auto. Il est mécanicien. Donc, durant la dernière messe que Sylvain est venu faire en tant que prêtre sur la cellule de Corotomé, où il demandait à tout le monde de venir se rendre là-bas, le frère Basile en question a proposé de trouver un véhicule pour pouvoir amener les fidèles sur la colline, ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Il a proposé de trouver le véhicule. Comme il est mécanicien auto, il a dit qu'il a des voitures qu'on lui a amenées pour qu'il puisse réparer et qu'il a déjà fini les réparations. Qu'il va prendre l'une de ces voitures pour pouvoir amener les fidèles, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, pour pouvoir les amener sur la colline. Comme ça, dès qu'on allait revenir, il allait pouvoir livrer la voiture. Donc, il a fait part de ça pour que ceux qui n'avaient pas grand moyen puissent quand même se rendre sur la colline, puissent quand même partager cette joie avec Sylvain. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour vous raconter comment le départ s'est passé jusqu'à ce que l'accident survienne. Le jour J où on devait se rendre sur la colline, effectivement, le frère Basile en question, il est venu avec le véhicule au niveau de la cellule de Corotomé. Il est venu avec le véhicule. Et il y avait pas mal de Dabovi qui avaient déjà souscrit pour pouvoir partir. Donc, le véhicule en question, ce sont les minibus. Mais la manière dont la voiture est faite, elle a l'entrée chauffeur, côté non-chauffeur. Et après ça, la voiture a l'ouverture derrière. Les ouvertures ne sont pas de côté pour la voiture. À part le côté chauffeur et le côté non-chauffeur, il y a l'ouverture qui est derrière. Donc, pour rentrer dans la voiture, il faut ouvrir le derrière pour pouvoir rentrer dans la voiture, pour pouvoir s'installer. Donc, c'est un peu comme ça que la voiture. Il y a des voitures comme ça qui sont dans la ville de Cotonou. Si les topa là, si vous faites attention, vous allez voir. Donc, c'était comme ça la voiture était. La voiture n'avait pas d'ouverture de côté, mais d'ouverture à l'arrière du véhicule, complètement à l'arrière. Donc, la voiture est venue sur la cellule et on a embarqué, on a pris le véhicule, on a démarré pour pouvoir se rendre sur Sovédi. Et je vous assure que ce truc-là qui devait se passer, l'accident qui devait se passer où Ganesha allait prendre autant de personnes, allait prendre autant de sang juste pour assouvir ses désirs. Pour être sincère avec vous, c'est passé, le bon Dieu ne voulait même pas. Ça a traversé l'esprit de plusieurs personnes. Puisque déjà, quand la voiture est venue, c'était une voiture déjà réparée. C'est un mécanicien qui a traversé sa voiture. Donc, il avait dit que la voiture était déjà réparée, la voiture n'avait aucun souci. Et la voiture est bien venue en état en marche et tout. Mais au moment de démarrer, au départ, la voiture a refusé de démarrer. Donc, il a encore essayé.
Et la voiture a encore refusé. Et après, elle a réessayé. Et maintenant, la voiture a pris. La voiture a pris. Et je lui ai demandé, moi j'étais dedans, je lui ai demandé est-ce que c'est bon, on peut partir. Il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, on est tous rentrés dans le véhicule et on a mis nos bagages, les bagages qu'on avait gardés pour pouvoir passer la période sur Sovedji. On a mis les bagages en haut, au-dessus de la voiture. Donc, on a démarré. Quand on a démarré, on a quitté Korotomé. On est arrivé vers Kodomé. Quand on est arrivé vers Kodomé, il a voulu prendre par un raccourci pour pouvoir tomber sur la voie de Calavi. Et on voulait prendre par Porto Novo, quoi. Donc, il a voulu prendre par un raccourci là pour pouvoir tomber sur la voie de Calavi. Donc, en prenant par le raccourci, il se fait que la voie qu'il a pris, la voie que le chauffeur a pris, c'est le mécanicien, celui qui a amené la voiture, c'était lui qui conduisait. Donc, la voie qu'il a empruntée, il y avait un barrage. Les barrages que les gens font souvent où ils mettent, ils utilisent du bois. Ils utilisent du bois pour faire un barrage pour délimiter le niveau des voitures. Il y avait un barrage comme ça dans l'avant. Donc, avec les bagages qui étaient au-dessus de la voiture ne pouvait pas passer. Avec le barrage là, la voiture ne pouvait pas passer. Mais le chauffeur, il a un peu forcé. Et en forçant, il a détruit le barrage que la population avait fait. Il a détruit le barrage. Et dès qu'il a détruit le barrage comme ça, et c'est que le bois s'est cassé. Et quand il s'est arrêté pour qu'on puisse voir comment le truc était et tout, il y a la population qui est sortie. Et les gens qui ont commencé à crier, ah, Baname Viledi, ah, Parfait Viledi, et devoir nous tomber. Et les gens ont commencé à crier, les gens ont commencé à nous insulter. Donc, déjà là, il y avait eu un problème qui devait nous empêcher de nous rendre là-bas. Mais on a essayé de gérer la situation. On a géré la situation et on a continué. On a continué le chemin. Donc, après avoir réglé ce problème, on a continué notre chemin. Donc, tout se passait bien et on roulait bien. Et on est arrivé sur la voie de Porto Novo. Arrivé sur la voie de Porto Novo, un peu bien avant d'atteindre le pont de Porto Novo, là, à ce niveau, on s'est arrêté. Parce qu'il y avait des fidèles qui voulaient payer quelque chose, on s'est arrêté. Et dès qu'ils ont payé ce qu'ils voulaient prendre, on voulait démarrer de nouveau. Et là, la voiture a refusé. Le chauffeur, il a tout essayé pour reprendre. La voiture a refusé de démarrer. Du coup, comme la voiture a refusé de démarrer, moi, je lui ai demandé ce qui se passait. Et il m'a dit que l'essence ne remontait pas bien dans le moteur pour que la voiture puisse partir. L'essence ne remontait pas bien dans le moteur. Que ce qu'il allait faire, comme on n'est pas loin, comme on n'est plus loin de la ville de Porto Novo, il va prendre de l'essence, comme lui-même c'est un mécanicien et tout, il allait prendre de l'essence qu'il allait communiquer directement. Il allait communiquer directement l'essence avec le moteur. Et le temps qu'on puisse rouler jusqu'à atteindre Porto Novo. Si on atteint Porto Novo, là, il allait trouver une boutique là où on vend les pièces de véhicule et prendre la pièce qui est défectueuse afin de changer la pièce dans le véhicule pour que le moteur puisse fonctionner normalement comme cela se doit, pour que l'essence puisse quitter le réservoir pour le moteur. Donc, actuellement, comme l'essence ne quitte pas le réservoir pour le moteur, il allait communiquer directement. Comme c'est son travail et tout, je lui ai demandé s'il n'y avait pas de risque. Il a dit non, qu'il n'y avait aucun risque par rapport à ça et qu'il allait pouvoir le faire le temps qu'on arrive sur Porto Novo. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est de là où il a pris de l'essence qu'il a mis à côté de lui, dans le véhicule, à côté de lui. Et il a communiqué directement pour qu'on puisse rouler jusqu'à atteindre Porto Novo. Donc, quand il a fait ça, la voiture a repris et on est remonté et on a continué. Et c'est après ça, en roulant, disons, 20 minutes environ, on a roulé durant 20 minutes environ, le feu a pris d'un coup du devant du véhicule. Le feu a pris d'un coup. Et ces gens, on était dans le véhicule, on a vu le feu
c'est pas que le feu a pris petitement, c'est que ça a pris d'un coup et ça a embrasé la voiture. Donc, du coup, comme le feu a pris depuis le devant, il y avait le chauffeur qui était devant, il y avait ma maman qui était assise devant et avec une autre dame. Donc, il y avait le chauffeur, deux dames qui étaient assis devant le véhicule là. Donc, quand le feu a pris comme ça, eux, ils ont eu la facilité d'ouvrir leur porte et de sauter du véhicule. Donc, ils ont sauté du véhicule et là, il n'y avait plus personne dans le véhicule. Il n'y avait plus personne devant, il n'y avait plus le chauffeur ni les copassagers là, devant le véhicule. Donc, mais la voiture continuait de rouler. La voiture continue de rouler normalement et à vive allure. Si bien que ça ne donnait pas la possibilité à nous autres qui étaient toujours dans le véhicule de pouvoir sauter aussi et de quitter le véhicule. La voiture roulait à vive allure et le feu s'embrasait. Ce que je dis, en quelques secondes, le feu avait pris totalement la voiture. Et la voiture continuait de rouler à vive allure. Et tout le monde a commencé à crier dans la voiture. Les gens criaient et le feu quittait le devant pour gagner toute la voiture du derrière, jusqu'au derrière. Donc, du coup, les gens commençaient à crier. Et à un moment donné, on a vu la voiture qui roulait à vive allure. La voiture a commencé à quitter le goudron. Et la voiture a quitté le goudron pour aller tomber, pour aller rentrer dans le décor. Maintenant, en rentrant dans le décor, il y avait l'avant de la voiture qui était en bas. Je ne sais pas comment l'expliquer. La voiture a quitté le goudron et rentré dans le décor. C'était penché, le devant était en bas et le derrière était remonté façon. Donc, ce qui a fait que ça a propulsé tous ceux qui étaient encore derrière vers le feu qui venait, quoi. Ça a encore propulsé tout le monde. Donc, on a ouvert. Moi, j'étais assis totalement derrière. Donc, moi, j'ai ouvert le derrière. Et dès que j'ai ouvert le derrière, j'ai sauté du véhicule. Je suis sorti du véhicule. Et on a commencé par faire sortir ce qu'on pouvait. Mais il n'y avait pas eu beaucoup de rescapés. La plupart des gens sont restés dedans. La plupart des gens sont restés dedans. Même ceux qui étaient sortis, ceux qui ont pu échapper à ce feu, ils étaient gravement blessés. Mais la plupart, j'ai vu des bébés calcinés devant moi comme ça. J'ai vu des gens en train de crier, en train d'appeler Dabo là, jusqu'à brûler totalement. Ce que je dis, il fallait vivre ça pour comprendre. Tout ce que je raconte, ça s'est passé en quelques fractions de secondes. La manière dont le feu a pris la voiture et a tout brûlé, c'était en quelques fractions de secondes. Et on n'a même pas pu éteindre le feu, parce que le feu a calciné toute la voiture et a tout brûlé et s'est éteint d'elle-même comme ça. Le feu s'est éteint de lui-même comme ça. Et c'était comme ça où moi-même, je me suis un peu blessé. Il y a eu beaucoup de blessés. On a dû se rendre à l'hôpital du Porte-Novo. Et je vous assure tout qu'il n'y avait eu aucun soutien. Donc, comme je vous le disais, c'était le chauffeur et les passagers qui étaient devant. C'était les premières sorties du véhicule. Quand le chauffeur lui a sauté du véhicule, il n'était pas réellement blessé. Mais il a commencé par courir derrière le véhicule jusqu'à rattraper le véhicule là où le véhicule s'est finalement arrêté. Donc du coup, c'est même le chauffeur, c'est lui qui est encore, lui aussi il est rentré dans le feu pour pouvoir sauver ceux qu'il pouvait. Il a essayé de tirer ceux qu'il pouvait et autres. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Et après ça, on est tous allés à l'hôpital. Donc du coup, au départ, le chauffeur n'était pas blessé. C'est en voulant sauver les gens qu'il a eu finalement des blessures et autres. Donc, comme moi, j'avais pas eu trop de séquelles par rapport à l'accident, j'ai décidé de continuer sur Banamé. Du coup, j'ai continué. Après qu'on ait apporté les soins aux gens, ce qu'il fallait et autres, j'ai continué pour aller sur Banamé. Et une fois arrivé à Banamé, c'est là où, avant que je ne vienne même, la rumeur avait déjà circulé où Fifi même
est venue et a raconté ce qu'elle voulait. Elle a raconté des bêtises pas possibles, que les gens ont quitté Kokotomé pour venir sur Sovidji, qui sont rentrés dans une voiture, qu'on a soudé totalement la voiture n'avait pas d'ouverture, que c'est eux-mêmes qui sont morts comme ça. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'elle a eu à même dit que ma maman qui avait sa maison, qui a offert sa maison pour que la maison soit une cellule, une paroisse, qui était aussi dans le véhicule, elle a eu à dire que c'était même ma maman qui devait mourir, que c'était elle qui avait orchestré tout ça. Alors qu'elle savait au fond d'elle-même que tout ce qui s'est passé, c'était elle-même qui nous avait offert un sacrifice comme ça à Ganesha. Elle savait au fond d'elle qu'elle nous avait offert un sacrifice. À cause d'elle, il y a eu des bébés de quelques mois qui sont morts, de petits enfants qui ont été brûlés jusqu'à devenir cendres. Et elle savait tout ça au fond d'elle. Pourtant, ça ne lui disait rien. Et elle se plaint même que pourquoi il y a encore eu de survivants. Que normalement que c'était maman qui devait aussi mourir et autres. Donc après tout cela, le chauffeur, celui qui a pris le véhicule, celui qui a conduit et tout, il y a la police qui est venue à l'hôpital et ils l'ont arrêté. Après qu'on l'ait soigné et tout, on l'a arrêté et ils l'ont amené à la prison de Porto-Novo. Où il est resté incarcéré durant plus d'un an. Mais que ce soit Sylvain qu'on était venu soutenir, que ce soit le clergé, que ce soit Vivi même, que ce soit Mathias, personne n'a cherché à savoir quoi que ce soit. Personne n'a cherché à, je sais pas, à soutenir les rescapés, à pouvoir les aider, même si ce n'est pas financièrement, que ce soit moralement. Ces gens, dans cette mission, ils ont prôné l'amour, l'humilité. Mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que les intérêts. Donc, c'est un peu comme ça les trucs se sont passés. Et sans vous mentir, jusqu'à présent, je fais souvent l'effort de ne pas trop repenser à cette époque-là, parce que c'est la première fois que je voyais réellement des gens mourir devant moi comme ça. Et d'autant plus que j'étais sur la cellule, il y en avait beaucoup que je connaissais, des fidèles qui venaient, des gens qui venaient souvent avec leurs problèmes, raconter ce qui ne va pas et tout. Donc à chaque fois, d'autant plus que moi j'étais quand même un frère aspirant, j'essayais de les réconforter du mieux que je pouvais en leur disant que c'est pas grave, que c'est la croix, que Dieu a mis sur le chemin, que bientôt, d'autant plus que Dieu a pris cher. C'est ce que je disais durant cette période, d'autant plus que Dieu a pris cher, que tout ça, ça va finir maintenant, ça va finir bientôt. Donc vous imaginez tous ces gens-là que tu avais l'habitude de réconforter, de donner du courage pour pouvoir continuer l'aventure. Tous ces gens-là meurent devant toi comme ça, meurent calcinés. Je vous dis, la manière dont le feu a pris le véhicule et a embrasé toute la voiture d'un coup, c'est un truc, si ce n'était pas les révélations du frère Omer, c'est un truc qui m'a toujours paru bizarre. Parce que si le feu avait pris, n'avait pas embrasé la voiture comme ça, et la voiture, malgré qu'il n'y avait plus le chauffeur dedans, ça roulait toujours, ça roulait comme si quelqu'un conduisait la voiture. Et ça a roulé sur près de 2 minutes. Le temps que le feu ne gagne toute la voiture. Donc, c'était vraiment des moments difficiles. Et après ça, il y avait des gens qui étaient à l'hôpital de Porto-Novo. Mais que l'hôpital de Porto-Novo n'a pas pu soigner parce qu'il parlait de brûlure au premier degré, des trucs comme ça. Brûlure au 3e degré, excusez-moi. Du coup, il y en a beaucoup qui ont été évacués sur CNHU à Cotonou. Il y en a beaucoup qui ont été évacués sur CNHU. Donc, tous ces trucs qui se sont passés, c'est ma maman qui était
la présidente de la cellule, si on doit le dire ainsi, puisque c'était chez elle que les messes et tout se faisait, c'était elle qui a presque tout pris en charge. Ceux qui étaient blessés, c'était maman qui était à l'hôpital tout le temps avec eux. C'était elle qui allait visiter les familles pour voir comment ça va, qu'est-ce qui ne va pas, comment les aider au mieux. Alors que quand on était sur la colline, ils ont dit que la cellule de Korotomé serait suspendue pour un moment, que la cellule, à cause de ce qui s'est passé, que la cellule de Korotomé serait suspendue. Donc après ces événements, maman a pris tout en charge, elle a essayé d'aider les gens du mieux qu'elle pouvait. Et même dans le quartier, quand on est revenu, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens du quartier qui étaient décédés, qui étaient morts à travers cela. Alors que dans le quartier, tout le monde, presque tous ceux qui étaient dans le quartier étaient contre l'histoire de Dagola. Ils étaient tous contre ça. Donc vous imaginez qu'avec ce qui s'est passé, il y a eu encore des morts. Quand on est revenu à la maison, c'était des menaces par-ci, des menaces par-là. Et on disait même à maman que pourquoi son fils n'est pas mort comme les autres, que pourquoi moi j'étais dans le véhicule et moi je ne suis pas mort, qu'il faut que moi-même je meure pour que les gens puissent obtenir vengeance. Donc c'était tout un problème. Et à travers toutes ces situations, on n'a vu personne. On n'a vu personne qui soit réellement là pour nous soutenir, que ce soit moralement ou quoi que ce soit. On n'a vu personne. Du coup, on a essayé de gérer la situation comme nous pouvions. Même Sylvain, il est devenu évêque, on ne l'a pas vu. Il nous a clairement dit que c'était notre problème, que c'était à nous de gérer. Même Sylvain là, on ne l'a pas vu derrière nous, alors que c'était pour lui qu'on allait sur la colline. Donc du coup, maman a essayé de gérer comme elle pouvait, et on a géré la situation. Et après qu'on ait géré la situation, et après que les trucs se soient calmés, ils sont revenus vers nous maintenant. Et on demande à ce qu'ils ouvrent de nouveau la cellule de Korotomé. Ils ont décidé d'ouvrir de nouveau la cellule de Korotomé pour recommencer les pratiques et autres là. Et là, ma mère a dit non, niet. Elle a dit qu'elle ne veut plus que la cellule soit chez elle à la maison. Qu'elle ne veut plus. Et c'est là où elle a refusé complètement. Quand elle a refusé, Sylvain, il y a encore eu beaucoup de choses qui se sont passées après ça. Quand elle a refusé, Sylvain a commencé par... Franchement, il y a eu l'histoire, en repassant tout ça, c'est très émouvant. C'est très émouvant. Donc, c'est un peu comme ça, la situation s'est passée, où on a pu sortir de tous ces problèmes, où il y a eu autant de morts. Jusqu'à présent, quand je suis dans le quartier, je vois plein de gens qui ont perdu leur mère, leur frère, leur soeur, qui étaient avec nous, qui ont suivi Parfaite, mais qui sont décédés. Alors que durant cette période, on disait que il y avait chapelet, il y avait ci, il y avait ça, qu'on ne pouvait plus mourir. Il y avait des trucs contre accident, qu'on ne pouvait plus faire d'accident, qu'un Dagovi ne peut plus faire d'accident, un Dagovi, un sorcier ne peut plus l'attaquer, un Dagovi ne peut plus mourir calciné. Pourtant, on a encore vécu tout ça dans la mission. Donc, c'était un peu mon témoignage que je voulais partager avec vous ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Merci.